Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le brouillard, encore le brouillard qui a paralysé ce matin les aéroports parisiens et qui a provoqué un gigantesque embouteillage tout autour de la capitale. Il y a eu un accident sur l'autoroute de l'Ouest à côté de Paris. La visibilité était si mauvaise que les voitures se sont entassées les unes contre les autres dans les deux sens. Les secours eux-mêmes ont eu du mal à venir sur place et il a fallu finalement interrompre le trafic sur l'autoroute. La collision en chaîne a fait un mort et une dizaine de blessés. C'est un exemple, mais ce brouillard, on l'a retrouvé un peu partout et cela a été le cas notamment dans la région de Nancy. Beaucoup plus grave, plus meurtrier, un spectacle difficile à soutenir. Le brouillard et l'imprudence sont à l'origine de ce grave accident qui s'est produit ce matin sur l'autoroute de contournement de Nancy. Le bilan est lourd, 3 morts, 2 blessés graves. Une voiture légère accrochait d'abord un poids lourd que le conducteur voulait doubler. Ce brouillard devrait se dissiper dans le courant de la journée, comme cela s'est passé hier. La météo annonce des éclaircies dans le courant de cet après-midi, à l'exception de l'Est de la France, où il sera encore difficile de circuler aujourd'hui. Pour les autres titres de l'actualité, la défaite de l'Olympique de Marseille hier soir devant les Hollandais, 4-1 pour Ajax. Nous reverrons les phases principales du match tout à l'heure. En France, un titre dans l'actualité politique. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a choisi l'union du centre plutôt que l'union avec la gauche. Le Parti radical s'est mis d'accord hier avec le centre démocrate de M. Le Canuet pour les élections législatives. Nous y reviendrons également dans le courant de ce journal. M. Pompidou s'est rendu ce matin à l'UNESCO pour le 25e anniversaire de l'organisation internationale. Le président de la République a prononcé un discours que vous pourrez voir dans le détail au cours de Télésoir à 19h45. L'UNESCO compte 125 États et une soixantaine de ministres de tous les pays étaient présents ce matin au moment de l'allocution de M. Pompidou. Comment résoudre cette contradiction de l'homme lancé à corps perdu dans le progrès de la connaissance et par essence révolté en lui-même contre les conséquences inéluctables de ce progrès? La question, à mon sens, je l'ai dit en d'autres lieux, n'est ni économique, ni politique, ni sociale, elle est morale et métaphysique. C'est dire que je n'ai pas la prétention d'apporter une solution. Mais je crois profondément que nous devons chercher à réconcilier les créations de l'intelligence avec les obscures et immuables exigences de l'instinct. Il serait absurde de prétendre arrêter le développement de la recherche scientifique et de ses applications, mais vain de ne pas admettre qu'il a servi en même temps qu'il libère. La science fait ainsi à son tour l'expérience d'une vérité qu'exprimait Bossuet quand il disait « Il n'y a point de puissance humaine qui ne serve, malgré elle, à d'autres desseins que les siens. » Concluons-en, messieurs, qu'il convient de se donner pour objectif non seulement les progrès de la civilisation et de la culture, mais aussi leur adaptation permanente aux besoins primaires et essentiels de l'homme, dont les plus certains font appel sans doute à la coexistence nécessaire de l'unité et de la diversité, de l'ordre et de la liberté, du doute et de la certitude, du bonheur et de l'espérance, de l'orgueil et de l'humilité, de la volonté de se dépasser
et de l'acceptation de ses limites. Faute de quoi, qui voudrait faire l'ange fera la bête. Et la barbarie dont je parlais finirait par apparaître, non plus comme le danger, mais comme le recours. Monsieur Chaban-Delmas, lui aussi, a été victime du brouillard. Ce matin, il devait prendre l'avion pour son voyage en Poitou et dans les pays de la Loire. Finalement, il a pris le train en raison justement de ce brouillard. Le Premier ministre est arrivé dans le milieu de la matinée à Poitiers. Il devait présider une réunion de la CODER, la Commission de développement économique régional. On devait surtout parler d'ailleurs des problèmes de l'emploi dans cette région. L'arrivée de monsieur Chaban-Delmas à Poitiers, que nous voyons derrière moi, reportage dans notre station de Poitiers. Prendre le pouls des régions avec ceux qui concourent à les faire vivre, c'est la tâche du Premier ministre qui a entamé aujourd'hui ses consultations à domicile. Monsieur Jacques Chaban-Delmas a choisi Poitiers parce que l'on visite d'abord les plus grands malades. Son diagnostic devant les membres de la CODER Poitou-Charentes a pourtant été optimiste. Monsieur Chaban-Delmas n'était pas venu les mains vides, il avait des enveloppes. Pour les agriculteurs d'abord, 10 millions de francs attribués au format. Car l'agriculture, vue dans un cadre européen, doit s'orienter vers une production de qualité. Industrialisation. Le Premier ministre a promis des aides de l'État pour favoriser l'implantation d'industries nouvelles dans le cadre de l'association Ouest-Atlantique. Mais la clé du problème de l'emploi, principal souci en Poitou-Charentes, c'est l'évolution du secteur tertiaire. Là aussi, M. Chaban-Delmas a promis l'aide du gouvernement. Il a alors décacheté une autre enveloppe, celle attribuée à la région dans le cadre du 6e plan. Elle sera de 1485 millions, c'est-à-dire l'une des plus élevées. Après une réception à l'hôtel de ville de Poitiers et un déjeuner de 150 couverts à la préfecture qui va débuter dans quelques instants, le Premier ministre partira pour Saint-Nazaire. Ce sera sa deuxième consultation. Vous l'avez entendu, la suite de ce voyage, et vous le voyez d'ailleurs ce voyage sur cette carte, Saint-Nazaire cet après-midi et Nantes demain. Dans ces régions, le Premier ministre va sans doute être confronté avec un certain nombre de questions économiques et sociales. Des mots d'ordre de débrayage d'ailleurs ont été lancés par les syndicats. François Cornet et Freddy Hausser sont allés se rendre compte sur place des problèmes qui se posent à Saint-Nazaire. Vers la fin du XIXe siècle, à l'époque où les villes champignons surgissaient de toutes parts dans les régions industrielles du Nouveau Monde et de l'Europe occidentale, une humble bourgade de l'estuaire de la Loire, Saint-Nazaire, havre de pêcheurs et station de pilotes, connut un si brusque développement urbain qu'elle donna durant quelques années l'illusion d'être un San Francisco breton. Puis, ce premier essor passé, elle devint un important centre industriel, une véritable capitale des constructions navales françaises. Il y eut les heures de gloire avec le lancement de l'Île-de-France en 1927 ou celui du Normandie en 1935, mais aussi les heures sombres du chômage et la marche sur Nantes. Saint-Nazaire a toujours vécu au rythme de la construction navale. Le climat social de la ville en dépend. Avec un effectif de 8000 personnes, les chantiers de l'Atlantique représentent actuellement l'activité la plus importante de la région. Le chantier naval en cours d'agrandissement est une unité de taille internationale. Il se compare dans le monde à 6 chantiers japonais et à 3 ou 4 chantiers européens. Il est équipé pour la construction des grands pétroliers de la génération des 500 000 tonnes et des méthaniers pouvant dépasser les 120 000 mètres cubes. Déjà à Saint-Nazaire, des travaux d'aménagement de formes et de bassins sont entrepris pour permettre ultérieurement la construction de pétroliers de 1 million de tonnes. Destiné au siècle dernier à servir d'avant-port à Nantes, Saint-Nazaire, tête de ligne des liaisons postales transatlantiques de l'Amérique centrale et des Antilles en 1862, a construit depuis un siècle la plupart des grands paquebots français des lignes de l'Atlantique et de l'océan Indien et les plus puissants navires de la marine de guerre française. France fut le dernier paquebot à sortir des formes du chantier naval, le porte-avions Foch fut le dernier navire de guerre. Aujourd'hui, les chantiers de l'Atlantique construisent essentiellement des navires de charge, pétroliers, méthaniers, cargos et porte-containers.
Le carnet de commandes du chantier naval est complet jusqu'au début de l'année 1976. 17 pétroliers de 220 à 280 000 tonnes et 6 méthaniers de 75 à 120 000 mètres cubes seront construits à Saint-Nazaire au cours des prochaines années. Perspective d'avenir plutôt optimiste pour le marché de l'emploi dans la construction navale. Perspective d'avenir également dans l'industrie aéronautique. L'aérospatiale emploie actuellement 3000 personnes à la fabrication sur l'aérodrome de Gros-Montoire, du tronçon 20 de Concorde, de 3 tronçons de l'Airbus A300B dont le prototype volera en principe à la fin de 1972 et du fuselage du Mystère 20. L'avion géant américain Super Guppy vient de transporter à Toulouse-Blagnac les premiers éléments de l'avion européen Airbus, dont 6 exemplaires ont déjà été commandés par la compagnie Air France, qui a pris également une option sur 10 autres appareils Airbus. À l'embouchure même de la Loire, la zone polyindustrielle de Montoire, près de Saint-Nazaire, occupe une position idéale sur la façade atlantique de l'Europe. Près de la raffinerie Antar, implantée à Donges, 500 hectares ont été aménagés pour l'implantation de nouvelles usines. Dans le vaste système portuaire de Nantes-Saint-Nazaire, cette zone polyindustrielle deviendra une plateforme de première valeur au service des échanges maritimes internationaux. Parallèlement, le nouveau pont qui enjambera l'estuaire et qui reliera Saint-Nazaire à Mendin développera considérablement les liaisons. Seul ce bac, pour l'instant, assure la traversée de la Loire. C'est le Premier ministre qui donnera aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de ce pont et l'on saura sans doute à cette occasion quelle sera leur durée. Saint-Nazaire, une ville en pleine expansion, 20 000 habitants en 1940, 65 000 aujourd'hui. Seul point noir pour l'instant, le problème de l'emploi féminin. Sur 1732 demandes d'emploi non satisfaites au début du mois dernier à Saint-Nazaire, on comptait 912 demandes de femmes. M. Chaban-Delmas sera donc cet après-midi à Saint-Nazaire et nous aurons l'occasion de reparler de cette région. Dans le domaine social dont nous parlions à l'instant, il faut rappeler aussi une nouvelle importante. Il s'agit de la grève générale dans la sidérurgie lorraine qui est fixée maintenant au 16 novembre. Un mouvement qui devrait toucher 60 000 personnes. La décision a été prise hier par la CFDT et la CGT. Vous savez que cela fait suite au licenciement annoncé dans le groupe Wendel-Sidélor. Social encore, M. Chaban-Delmas vient de recevoir une lettre ouverte de la section syndicale d'une entreprise qui sous-traite chez Renault. Ces syndicalistes demandent au Premier ministre d'accélérer le marché passé avec les soviétiques pour la construction d'une usine de camions en URSS, et cela pour éviter le licenciement de 197 personnes. Le symbole de la drogue, derrière moi, les fleurs de pavot, les spécialistes européens de la drogue sont réunis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui à Paris. Première rencontre ce matin au ministère de l'Intérieur, sur place Hervé Chabalier. Le 26 août dernier, le président Pompidou lançait un appel aux pays du marché commun et à la Grande-Bretagne pour qu'ils mènent ensemble une vaste lutte contre le trafic et l'usage des stupéfiants. À l'époque, cet appel avait été accueilli favorablement dans les capitales européennes et aujourd'hui donc se réunissent ici à Paris, au ministère de l'Intérieur, des hauts fonctionnaires des gouvernements, des 7 gouvernements intéressés. Ils se réunissent pour mettre au point un programme et un calendrier pour une coopération européenne dans la lutte contre la drogue. Et dès cet après-midi, dès ce soir peut-être, on aura déjà une idée des grandes orientations qui marqueront la lutte contre la drogue au niveau européen. On vient également d'évoquer les problèmes de la drogue à l'Assemblée nationale, puisque M. Boulin y présentait le budget de la santé publique. Le ministre a annoncé un effort dans la formation des personnels qui sont au contact avec les drogués. Et par ailleurs, M. Boulin a annoncé une relance de la campagne de vaccination antitétanique pour les adultes, en précisant que le tétanos tue encore chaque année en France 200 personnes. Une autre rencontre internationale à Paris, et cette fois il s'agit de la réunion des ministres des Finances de l'Europe des 6, pas tout à fait à Paris puisqu'elle se déroule au Palais des Congrès de Versailles. Une fois de plus, on surveille surtout les rapports et les contacts et les discussions entre l'Allemagne et la France, autrement dit entre M. Schiller
et M. Giscard d'Estaing, qui ont dîné d'ailleurs hier soir. Ouverture donc qui ont dîné ensemble hier soir, ouverture donc du Conseil ce matin. Daniel Brey. Les ministres des Finances des 6 siègent en effet depuis ce matin au château de Versailles. Au centre des discussions, la recherche de l'unité européenne monétaire perdue depuis cet été. C'est vers M. Schiller, le ministre des Finances allemand, que vous allez voir s'entretenir avec le président de la Banque fédérale allemande, que se tournent les regards. Il paraît optimiste. Des choses nouvelles à nous dire. Toujours, nous avons des choses nouvelles. Oui. Comme à l'accoutumée, les ministres belges, hollandais, luxembourgeois et italiens joueront sans doute les conciliateurs entre les thèses françaises défendues par M. Giscard d'Estaing, retour à la parité fixe des monnaies sans trop grande marge de fluctuation et contrôle réel des mouvements de capitaux, et les thèses allemandes, réévaluation des autres monnaies et dévaluation du dollar. Cette réunion, qui doit préparer une réunion des ministres des Finances des 10 fin novembre, rapprochera-t-elle les thèses en présence? Les observateurs n'y croient pas beaucoup, avant une rencontre au sommet du président Pompidou et du chancelier Willy Brandt. Effectivement, d'ailleurs, ce matin, Bonn a annoncé que M. Pompidou rencontrerait, comme on le pensait d'ailleurs, le chancelier Willy Brandt avant la fin de l'année. La tendance, l'actualité économique et financière, la tendance à la Bourse de Paris maintenant, en compagnie de Gérard Vidalange. Cette tendance est meilleure. Vous savez que hier, il y a eu une chute des cours, un effondrement. Eh bien, tout de même, le vent s'est levé ce matin et il y a une reprise des cours, ce que les boursiers appellent une reprise technique, car il n'y a pas beaucoup de conviction et de foi. Enfin, tout de même, les cours s'inscrivent donc en légère hausse avec des transactions un petit peu plus animées. En ce qui concerne ce synode des financiers à Versailles, eh bien, c'est la même impression que les financiers ont ici. Pas de progrès à attendre. On constate tout de même deux choses, c'est que le dollar se trouve de fait dévalué de 5%, et comme le franc n'a pas bougé par rapport, en ce qui concerne sa parité par rapport au dollar, eh bien cela revient, si vous voulez, en fait, à constater une dévaluation de 5% du franc. Alors ceci est tout de même assez favorable pour les industriels, pour l'économie française, car nous sommes dans de meilleures conditions pour exporter. Ça, je crois que c'est un élément important à signaler et qui devrait précisément soutenir toutes les grandes entreprises exportatrices qui sont cotées à Paris. Un seul point noir aujourd'hui à la cote, c'est la baisse de la Royal Dutch, qui est tout de même un des grands titres pétroliers dans le monde. C'était une valeur qui a baissé de 3,5% aujourd'hui, 193 contre 200, et le marché de l'or est inchangé. Nous verrons tout à l'heure les cours. Je vous le disais au début de ce journal, la rencontre d'hier à Saint-Germain-en-Laye entre les radicaux et le centre démocrate a abouti à un accord électoral, un accord qui semble satisfaire pleinement M. Le Canuet et ses amis, et notamment M. Hablin. Je pense que le mouvement réformateur est né ce soir. Bien entendu, le leader des partis s'étant mis d'accord, il est naturel et même nécessaire que les instances responsables de ces partis consolident leur position et disent s'ils sont d'accord, si elles sont d'accord, elles. Mais je pense qu'un pas essentiel a été franchi dans la création du mouvement. Est-ce que ce mouvement ira uni à la bataille de 73? Mais quand on crée un mouvement, c'est pour qu'il soit uni à la bataille. Ce mouvement n'est pas constitué simplement pour philosopher ou pour enregistrer un certain nombre de faits du passé. Il est au contraire créé pour développer une dynamique qui, mon Dieu, est aujourd'hui très bien amorcée. Monsieur Servan-Schreiber, vous aviez dit à plusieurs reprises qu'au second tour, toutes les alliances étaient bonnes pour battre le candidat de l'UDR. Or là, il semble que vous ayez adopté la position du retrait si le candidat réformateur n'était pas bien placé. Est-ce que vous êtes revenu donc sur vos déclarations antérieures? Non, nous sommes mis d'accord sur ce point comme sur tous les autres. Ce point était l'un des points difficiles à régler. Il a été bien réglé, c'est-à-dire d'une manière claire et précise, et qui est formulée ici, je vous la lis. Le mouvement réformateur présentera ou soutiendra des candidats dans toutes les circonscriptions aux élections législatives. Ceux de ces candidats qui, à la suite du premier tour, ne seraient pas en mesure de l'emporter, se retireront. Pour cette formulation, nous sommes tous d'accord. Donc pas d'alliance de la gauche au second tour, pour vous, radicaux? Nous sommes d'accord sur la formulation que je viens de vous dire. Voilà pour l'actualité politique. Nous avons l'habitude de saluer la naissance de nos nouveaux confrères. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une naissance, mais d'une reparution. Je veux parler de Politique Hebdo, que vous allez retrouver à partir d'aujourd'hui dans les kiosques. Un hebdomadaire qui avait eu, vous le savez, quelques ennuis d'argent et qui a la possibilité de reparaître maintenant grâce à l'aide de ses lecteurs. Politique Hebdo avait dû arrêter sa parution en avril dernier. Une exposition à partir d'aujourd'hui à la maison de l'ORTF, quai Kennedy, une exposition au bénéfice de l'Association des Français libres. Sur place,
Jean-Pierre Quittard. Oui, Jean-Michel, et on s'agite beaucoup en ce moment à la Maison de la Radio pour mettre la dernière main à cette exposition vente, vous l'avez dit, destinée aux œuvres sociales des Français libres. 2 innovations pour cette édition 71. Pour la première fois, donc, cette exposition a lieu dans le grand hall de la Maison de l'ORTF. Et puis, deuxième innovation, 24 pays étrangers participent à cette exposition vente. Vous avez vu le stand de la Belgique, vous passez en ce moment devant le stand de la Pologne et nous sommes, nous, en ce moment, au stand de la Côte d'Ivoire. Vous avez pu constater également que l'on peut acheter beaucoup de choses, des produits alimentaires, bien sûr, car toutes les provinces françaises sont représentées. Produits alimentaires exotiques, regardez ces ananas de la Côte d'Ivoire. On peut acheter aussi des bijoux, des vêtements, etc. Il faut signaler que M. Deleuze, le président du conseil d'administration de l'ORTF, inaugurera donc cet après-midi à 15 h cette exposition vente et que Mme Georges Pompidou viendra, elle, demain après-midi. Un dernier détail, l'entrée est gratuite à la maison de l'ORTF. Ici donc le grand hall de la maison de l'ORTF. À vous, Cognac-G. Il n'y a pas eu de miracle hier soir à Amsterdam, 4-1 pour Ajax devant Marseille, ou du moins Marseille devant Ajax. L'Olympique s'est fait battre et pourtant au début du match, Patrick Chapuis, on a pendant un petit moment pensé que les Marseillais allaient tenir tête aux Hollandais. Exactement, on y a cru. D'ailleurs, je vous propose de voir maintenant ces 5 buts, et particulièrement ce premier but, car vraiment, tous les téléspectateurs français hier ont cru que Marseille allait réussir à remonter son handicap. Je vous propose donc de revoir maintenant ces 5 buts. Le but qui a été marqué par Kweku, à la suite de ce coup franc tiré par Skoblar. Les Marseillais sont en noir. Skoblar tire, Le Gaulle repousse, Bonnel reprend la balle, et c'est le but de Kweku. 1-0 pour Marseille. Les Hollandais vont égaliser par Meskens. Meskens qui va décocher, regardez, un tir de très très loin, que Kweku, lui encore, va toucher au passage, ce qui trompe Carnous. Un partout. Deuxième but hollandais, auquel participe la moitié de l'équipe d'Ajax, sur biais, Hulshoff sur biais à nouveau sur la droite. Keizer va récupérer la balle. Zulka repousse, mais c'est le but de Swart, 2-1 pour Ajax. Le troisième but, après la mi-temps, un coup franc sur la tête de Cruyff, 3-1 pour Ajax. Le quatrième et dernier but de l'Ajax à la 80e minute sera consécutif à un corner. Petite passe de Cruyff à Keizer, Keizer qui centre. Et regardez la reprise de volée de Hahn, numéro 15. Quatrième but. Ajax a battu Marseille par 4-1. Ajax a joué avec toute l'assurance d'une grande équipe, qui, je vous le rappelle, est la tenante de cette Coupe d'Europe. Ajax est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Est-ce que nous avons le temps de donner les autres équipes Bien sûr. Absolument. Je vous donne donc les autres équipes qualifiées. Une autre équipe hollandaise, il s'agit de Feyenoord de Rotterdam. 2 équipes britanniques, Celtic de Glasgow et Arsenal. Une équipe belge, Standard de Liège. Une équipe portugaise de Benfica. Une équipe hongroise, Újpest. Et enfin, il reste à savoir qui de l'Inter de Milan et de l'équipe allemande de Mönchengladbach sera qualifié. Vous savez que ces 2 équipes ont été appelées à rejouer à la suite d'incidents. En tout cas, hier soir, Milan a gagné par 4-2. Il faut encore préciser que ce mercredi d'hier n'a pas été une journée très très faste pour le sport international français. Toujours en football, c'est l'équipe amateur cette fois qui a été battue par 5-1 par les soviétiques. Le français Leroux est ici à droite. L'équipe de France amateur a donc compromis ses chances de participer au tournoi pré-olympique de Munich. En rugby à 15, la sélection française a elle aussi été battue, 28-12 par l'équipe australienne des Wallabies. En définitive, seul le basket a sauvé l'honneur, puisqu'en Coupe des Coupes, Denain a battu l'équipe israélienne de Haïfa par 111-80, 31 points d'avance au match aller. On peut donc considérer que Denain, lui, réussira sans doute, même certainement, à se qualifier pour le tour suivant en basket. Merci Patrick Chapuis. Hebdo jeune maintenant, où nous allons rester d'ailleurs dans ce domaine du football. Les supporters français sont sans doute un peu déçus par les performances des équipes françaises en Coupe d'Europe. Et comme d'habitude, dans ce genre de circonstances, on se pose les grandes questions, notamment dans le domaine de la formation des jeunes footballeurs. Est-ce que dans les années à venir, la nouvelle génération dans ce sport sera mieux préparée? Il est bien difficile de répondre, mais on peut en tout cas donner en exemple une expérience qui se déroule dans Lyon, qui se déroule à Auxerre. Il y a là-bas la plus jeune école de football français, les
mini-footballeurs, en effet, commencent leur apprentissage dès l'âge de 5 ans. Une enquête d'Éric Clouet et de Serge Valdener. À Auxerre, dans l'Yonne, on les appelle les baby-foot. Ils sont une cinquantaine. Ces enfants ont entre 5 et 7 ans, mais l'on décèle déjà chez eux une adresse et une ardeur qui étonnent leurs aînés. Cette mini-école de football existe depuis 2 ans. Elle est unique en France, car on commence généralement à faire jouer les enfants vers 8 et 9 ans. Cette expérience a une double vocation: amener le plus tôt possible les enfants à la pratique d'un sport et permettre aux parents de résoudre le problème du jeudi après-midi. En France, depuis quelques années, il est impossible de jouer dans la rue, il n'y a plus de cours dans les HLM, et finalement les enfants ne peuvent plus jouer au football. Et si nous avons commencé à l'école de football dans les clubs vers 10 ou 12 ans, maintenant il faut leur permettre de jouer dès l'âge de 5 à 6 ans, comme nous l'avons fait dans nos quartiers. Et notre session d'enfants de 5 ans remplace un petit peu la cour, remplace le quartier. Nous pratiquons par 2 sessions de 8 semaines, une à l'automne et une au printemps, car des enfants de cet âge, il n'est pas possible de les laisser jouer quand il fait en dessous de 0, quand il fait très froid. Ils ne sont pas assez résistants. Et nous faisons une très longue trêve d'hiver et nous reprenons au printemps. Et nous constatons qu'après l'hiver, ils ont bien assimilé ce que nous leur avions donné à l'automne et ils sont bien meilleurs. Bon, on va faire des têtes, hein. Alors faire une tête, c'est dire bonjour, hein, comme ça. Et puis alors on tape avec le front. Alors tout le monde, vous montrez le front, vous tapez sur votre front. Là, c'est vu? Tout le monde. Bon, Kiki, tu m'envoies la balle. Regardez bien comment on fait une tête. Voilà, avec le front encore. Les garçons qui m'aident sont des cadets du club, c'est-à-dire des garçons de 15 et 16 ans, qui d'ailleurs s'entendent très bien avec les petits de 5 ans, ont un contact immédiat. Et quelles sont les réactions des enfants? Eh bien, je pense que ces petits jeux, cette action leur apporte beaucoup. On assiste en France, d'ailleurs comme dans tous les pays développés, à une réduction du nombre d'enfants de la famille. Et on trouve des enfants de plus en plus seuls, fils uniques ou ayant un frère ou une sœur seulement. Le fait de se retrouver en dehors de l'école et pour jouer un très grand nombre dans des structures très simples mais très rigoureuses comme celle du football, le terrain, les partenaires, les adversaires, ils prennent conscience de cela vers 5 ans et c'est très important. Tu as quel âge? 5 ans. Et tu joues depuis longtemps au football? Hein? Est-ce qu'il joue aussi au football, ton papa? Non, il avait joué au rugby. Et ça ne le gêne pas, non, que tu joues au football? Oh non. Il est pas jaloux? Non. Alors à l'école, qu'est-ce que tu préfères? Le calcul ou le football? Oh, le football. Le football? Oui. Quel est ton footballeur favori? Georges Lèche. Vous avez plusieurs petits garçons qui jouent ici. Moi j'en ai 2 qui sont des fanas. Est-ce que vous croyez que ça leur apporte quelque chose de jouer comme ça au football? Oh oui, moi je crois énormément parce qu'ils y pensent beaucoup, toute la semaine. Dans combien de dodo on va jouer au foot, c'est très important pour eux. Moi je trouve que ça développe un peu l'esprit d'équipe aussi. Et ça ne se fait pas un petit peu au détriment de l'école? Oh non, je vois pas ce que... Non, le pas du rapport. tout. Non, il n'y a aucun rapport. Le football éveille des vocations. Il en réveille aussi. Cet homme a 81 ans. Vous avez commencé à quelle époque? J'ai au début du siècle, là vers... moi je suis né en 90, c'est vers 1902, quelque chose comme ça, 2 ou 3. Les premiers n'avaient même pas encore de chaussures de football, on avait des bonnes chaussures, des brodequins. Ah non, des brodequins. Enfin, on a joué contre des gens qui étaient en sabots. Oui. Et que pensez-vous là de ces enfants? Oh, ça maintenant, moi, ça c'est magnifique, ça. C'est magnifique, alors, c'est quand même, là. Oh, celui-là, alors, là. Cette école est parrainée par M. Boulogne, entraîneur national. Ces bambins rêvent déjà d'attirer un jour son attention et il se peut que de futurs pelés se trouvent parmi eux. Les joueurs d'Ajax n'ont plus qu'à bien se tenir. En tout cas, il serait souhaitable que ce genre d'expérience, on l'attende dans d'autres départements. Pour l'instant, c'est une expérience unique, je vous rappelle, à Auxerre, dans l'Yonne. Les cotations maintenant à la Bourse de Paris. Gérard Vidalange.
Meilleur cours donc aujourd'hui et il faut souligner que la bourse de New York a joué son rôle de pôle d'attraction des marchés financiers et hier il y a eu une très forte reprise des valeurs américaines, c'est ce qui explique que les marchés européens aient été réchauffés. Voici tout de suite les cours, vous verrez qu'il y a tout de même des écarts assez appréciables avec bien sûr toujours des ombres comme par exemple la baisse aujourd'hui de Michelin, mais la CGE est un bon exemple de hausse. Voici 1881 sur Michelin. On a remonté ensuite derrière, ce qui vous montre tout de même qu'il y a un certain ressort sur ce marché. Un élément positif, il y a des statistiques qui sont publiées très régulièrement par les sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV. Eh bien, on s'aperçoit que ces sociétés ont accru leur liquidité et qu'actuellement, avec les obligations qu'elles sont obligées de détenir, eh bien, les obligations plus les liquidités représentent très souvent entre 40 et 45% des actifs de ces SICAV et c'est un élément de sécurité bien sûr pour les porteurs, mais en même temps, c'est un élément de soutien pour le marché puisque ces liquidités seront certainement employées. Les obligations, bien sûr, sont très suivies actuellement, les emprunts se placent facilement. L'emprunt du Crédit National qui va être lancé sera un emprunt à 8,5% et il est pratiquement placé d'avance. Bonne nouvelle pour certaines sociétés, par exemple Mouette NC qui annonce aujourd'hui une action gratuite pour 5. Les actionnaires toucheront le même coupon pour les actions anciennes comme pour les actions nouvelles. Vous voyez qu'au matériel électrique, une affaire comme LMT tout de même gagne aujourd'hui 49 francs et DBA 5 francs 20. Il y a des augmentations de dividendes du côté des Doc Rémois, par exemple, qui porte son coupon de 6 francs 50 à 7 francs 50, et une affaire comme Locatel également majore son dividende de 11 francs à 12 francs 50. Saint-Gobain n'a pas donné bien sûr encore d'indication sur son dividende puisque l'exercice n'est pas terminé, mais les dirigeants ont laissé entendre que probablement, sauf événement grave, le dividende pourrait être augmenté. Mérieux, 625, 622 contre 627, il y a encore des ventes sur les laboratoires pharmaceutiques qui semblent actuellement l'un des secteurs les plus éprouvés de la bourse de Paris. Pas de morosité également du côté de LMT, puisque voici une affaire qui annonce pour son premier semestre une augmentation de 28% de ses résultats. Valeurs américaines en hausse, General Motors, ITT, alors que la Royal Dutch, je vous le disais, a baissé de 7 francs aujourd'hui. Le marché de l'or est tout à fait stable, le lingot comme le Napoléon sont inchangés, 7460, 61 francs 30, tandis que la rente Pinet baisse un petit peu, son cours est de 163 francs 20 aujourd'hui contre 164 francs 50, donc un marché qui de nouveau sourit aux boursiers ce matin. À vous Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard. Une dernière information avant de refermer ce journal pour vous signaler que le trafic vient de reprendre, ou reprend progressivement en tout cas à Orly et au Bourget. Il y aura toutefois des perturbations encore dans les horaires dans le courant de la journée. Cela si vous attendez un ami ou un parent, et tout cela toujours à propos et à cause du brouillard. Merci de votre attention et bonne journée.